Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Que se passe-t-il du côté du Liban ? Le journal libanais As-Safir, l'ambassadeur, constate qu'à l'université de Beyrouth, l'enseignement des sciences politiques est devenu l'apprentissage des sciences politiciennes. Par exemple, les enseignants expliquent que le projet économique de l'Union européenne a échoué faute d'avoir adopté le modèle économique islamique. Ou encore que l'ex-URSS s'est effondrée parce qu'elle avait légalisé l'alcool et qu'il s'agissait d'un régime de ballets, de comédiennes et de chanteuses d'opéra. Rien que ça. Le journal souligne également que cet enseignement s'apparente à des cours religieux teintés de racisme et d'esprit partisan. Membas islamiste sur l'université libanaise, c'est à lire dans le journal As-Safir et c'est fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Les titres. En Méditerranée, la laïcité fait-elle peur ? Deux regards, celui du philosophe Daniel Arnaud et de l'historien Paul Tourkidourian. Chaplin en musique, Charlot version jazz, c'est sur scène et c'est avec Paul Manchin. Il est l'invité de 20h. Bonsoir mon cher Paul. Bonsoir Philippe. Je vous en prie, installez-vous. Comment ça va ? Très bien. On est là à quelques heures d'être sur la scène, je dis bien quelques heures, sur la scène du théâtre Les Feux de la Rampe à Paris et ça se passe jusqu'en janvier 2017. Oui, tout à fait. Et vous interprétez Chaplin. Voilà, une nouvelle version. C'est une version one-man show avec un écran derrière. Il y aura des diffusions de films, de la musique préenregistrée, des photos, sa vie, son œuvre. Et je raconterai cette histoire magnifique, ce destin de cet homme qui a été l'un des personnages les plus créatifs de l'histoire cinématographique du XXe siècle. J'expliquerai au public qu'il a été l'acteur, l'auteur, le réalisateur, l'écrivain, le scénariste, mais aussi le compositeur. Et qu'il a, à mon sens, pas fait de films comiques, mais les films politiques les plus en phase avec son histoire contre ce système américain. Et je crois qu'il a raconté son siècle avec finesse. Oui, et vous allez le raconter avec votre saxo ? Alors moi, je raconte la vie de Chaplin sur scène, mais je joue également sa musique, toutes les musiques qu'il a composées, enfin toutes, il y en aurait pour 6 heures. Mais on a fait une petite sélection et voilà, on donne un petit aperçu du travail de l'œuvre Chaplin. Alors vous allez être Chaplin en tout cas vous allez raconter Chaplin pendant plusieurs mois. Pendant 5 mois. 5 mois, vous avez investi totalement son répertoire, vous connaissez par cœur, je le sais, parce qu'on en a parlé en coulisses et puis j'ai un petit peu suivi le cours de ce spectacle. Vous connaissez très bien son œuvre, ses films, il y a l'engagement politique d'une part, ce qui vous séduit. Mais c'est un artiste total, Chaplin. Il chante, il danse, il écrit tout dans ses films. De la musique, à la chorégraphie, à l'histoire, à la mise en scène. Ce qui est fou, c'est que Charlie Chaplin, toute sa vie, aura été un autodidacte. Ouais. Il aura détesté l'école. Je crois qu'à l'école, il est resté 1 semaine. C'est cet enfant de Londres, des rues de Kennington Road, qui ne pouvait pas empêcher de laisser paraître ses émotions à travers son visage et qui a excellé dans l'art de la pantomime. On ne doit rien exprimer sur le visage. Pourtant, lui avait un visage qui était un jardin d'âme. Et il a inventé l'expression du visage au cinéma. Et ce qui m'a séduit vraiment chez cet homme, c'est que c'est cet artiste courage. C'est cet homme qui a réussi à rendre l'impossible envisageable. Parce que lorsqu'on a l'enfance de Charlie Chaplin, une mère qui est internée en asile psychiatrique, un père qui est quelqu'un qui boit et qui va mourir à l'âge de 37 ans d'une cirrhose du foie, qui dort dans la rue et qui arrive à avoir le destin qu'a eu Chaplin, soit on devient le pire des hommes, soit on devient un invulnérable. Et je pense que Chaplin a été un invulnérable tout au long de sa vie. Comment vous avez fait pour travailler le personnage ? Est-ce que, alors je ne sais pas, peut-être il y a du mimétisme dans ce que vous allez faire sur scène ou vous avez apporté aussi votre personnalité à vous ? Totalement ma personnalité. En aucun cas je ne peux rentrer dans la peau de Charlie Chaplin parce que c'est carrément un autre métier. Mais c'est raconter sa vie, voilà, parler de cet homme
comme je disais, cet artiste courage qui a fait ces films extraordinaires quand on regarde Le Dictateur, quand on regarde Le En Kid, avance sur son temps. en avance totale sur son temps, quoi, je veux dire. Et puis, qui a tenu bon, par exemple, puisqu'on parle du Dictateur, qui a tenu bon face au service secret américain, qui voulait empêcher la sortie du film. Film qui a été fait avant, avant la guerre, mondiale. et on a l'impression que ce film a été écrit après la guerre. Et les services secrets américains voulaient interdire la sortie du film parce qu'ils ne voulaient pas de problème avec l'Allemagne. Et Chaplin a tenu bon, a sorti son film. Et il y a même des archives qui prouvent que Adolf Hitler a fait une commande du film pour le voir pendant la guerre. Sur scène, j'imagine que vous allez interpréter donc Smile. Oui, tout à fait. Oui, c'est quand même un des titres phares c'est le titre de Chaplin. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce titre? Bon, déjà, c'est un de mes morceaux préférés. Et puis, je crois que la musique, comme on entend, elle est quand même exceptionnelle. C'est écrit dans la simplicité, mais vraiment dans la beauté. Au-delà de la personnalité de Chaplin, qu'on comprenne bien, sur la scénographie, vous êtes sur scène, et il y a un écran qui projette les œuvres de Chaplin. Ça vous donne une responsabilité supplémentaire de sentir juste derrière vous l'ombre tutélaire de Charlot? Ben là, sur le coup, je sais qui va venir voir le spectacle. Oui, il y a une responsabilité énorme parce que si ça plaît, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais bon, je touche du bois. Oui, mais vous viendrez nous, évidemment, bien nous dire sûr. dans l'émission. Alors, Smile, on l'a dit, c'est un de vos morceaux préférés. Il y a les films, on l'a abordé, mais dans la personnalité même de Charlie Chaplin, outre son engagement au quotidien, qu'est-ce qui vous séduit? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit « je vais raconter sa vie » D'abord sa musique. D'abord, j'ai été pris par sa musique. D'accord. J'ai dit, qui a composé ça? Chaplin. Pourquoi? Pour ses films. D'accord. J'ai découvert. Et puis, quand on commence à s'intéresser à l'œuvre Chaplin, il y a un œil chaplinien. Il y a un œil chaplinien. Il y a un œil chaplinien, c'est-à-dire la capacité de raconter un drame et le faire passer du drame à l'humour. Mais même si on est dans l'humour, on passe un message. Il y a un drame, attention. Et votre film préféré de Chaplin? Alors, mon film préféré, c'est pas de Charlot, c'est Chaplin, c'est Monsieur Verdeau. Oui, c'est la bascule d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous allez le faire, ça, sur scène? Bien sûr. La bascule. C'est pas uniquement Charlot. Parce qu'il y a Charlot, mais il y a les films de Chaplin, parce que il n'est plus Charlot dans Le Dictateur, par exemple. Oui. Il est presque plus Charlot, quoi. Oui. Mais il y a tous ces films d'avant où il est le vagabond. Enfin, Charlot, c'est en France qu'on l'appelait comme ça. C'était The Tramp, le vagabond, en vrai. Et bon, après, j'aime... Qu'est-ce que j'aime bien de Charlot? De Kid, parce qu'il il raconte... Il y a son enfance qui est racontée. Il y a un véritable message d'amour dans ce film, donc... exceptionnel à mon sens. Alors, ça va se passer sur la scène du théâtre parisien Les Feux de la Rampe. C'est jusqu'en janvier 2017. Vous interprétez l'œuvre et la vie de Chaplin. On vous souhaite plein de belles choses pour le Manchin. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous reviendrez pour nous parler. Promis. Peut-être d'une belle surprise, n'est-ce pas? J'espère. Merci beaucoup merci, et à très vite. À très bientôt. Chaque soir, nous essayons de disséquer, de décrypter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est la séquence Inès décrypte. Bonsoir, chère Inès. Bonsoir, Philippe. Comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Alors, l'humour et Twitter, voilà deux termes que tu as collés pour cette chronique du soir. C'est un exercice très, très difficile, notamment pour les hommes politiques et les personnalités publiques. Hein. Exactement. L'usage du second degré en 140 caractères, c'est très compliqué. On a là une double contrainte, la brièveté et la discontinuité. Et justement, Gilles Boyer, conseiller politique d'Alain Juppé, figure parmi les nommés au Grand Prix Presse Club du tweet politique 2016 pour la sortie suivante, roulement de tambour. Non? Ce qui est formidable avec Twitter, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour t'expliquer ta blague comme si tu ne l'avais pas comprise. J'adore cette formule. C'est génial. En fait, ça laisse présager de grands moments de solitude avec un classique, le jeu de mots qui tombe à l'eau.
Mais ce réseau, ce n'est pas un one-man show. Ouais, c'est vrai. En fait, ça s'apparenterait plus à une arène où tous les micros seraient ouverts. Du coup, cet ensemble de gazouillis tourne à la cacophonie. Oui, ça arrive souvent que ça tourne à la cacophonie d'ailleurs. Cette tribune permanente, cette tribune de l'instantanéité de l'information, elle favorise également la petite phrase et souvent, malheureusement, les dérapages. C'est ça, Twitter, c'est un canal de communication non censuré, d'où certains débordements. On va prendre ici l'exemple de Dominique Sopo, qui avait donc réagi sur son compte Twitter à la mort du maire Charles-Antoine Cazenove. Alors, outre le propos en lui-même, on va s'intéresser ici aux différents niveaux de lecture. Parce que déjà, il part fort avec une private joke, en fait, puisque la rédaction de son tweet a été inspirée du site parodique Le Gorafi. Donc déjà, on perd une partie du public. Oui, d'ailleurs, très mauvaise, private joke, il faut être honnête. Alors, ça a suscité beaucoup de réactions sur la twittosphère. C'est vraiment ce qui est marquant, c'est l'inadéquation entre son statut à la tête de SOS Racisme et une tentative d'humour très déplacée, très inappropriée, pour ne pas dire plus. C'est ça, mais en fait, il y a une frontière floue entre ce qui peut relever du privé et du public. S'il a bien réagi depuis son compte perso, les internautes n'ont pas manqué de le rappeler, comme tu le dis, à ses responsabilités de président d'association. Il faut aussi noter qu'il y a eu d'autres envolées sur ce sujet de la part de tweetos anonymes. Évidemment, ça n'a pas suscité les mêmes réactions. Oui, il n'y a pas la responsabilité qu'a Dominique Sopo, évidemment. Alors, du reste, même lorsque l'on ne cessait pas à l'humour, douteux parfois, souvent, comme ce fut le cas pour Sopo, la twittosphère trouvera toujours de quoi faire la blague. Exactement. Et c'est ce qui vient d'arriver à Benoît Hamon, qui a lancé son micro-parti pour la primaire à gauche. Micro, parti. Enfin, attention, toi aussi tu risques de tomber dans exactement. Non, mais dans ce qu'a relevé la twittosphère en fait, parce que son micro-parti donc s'appelle Elpis. Donc bon, on va passer. Je n'affiche même pas à l'écran. C'est très d'esprit. Bon, on imagine bien que cette sonorité a fait beaucoup rire Twitter. Et d'ailleurs, il a répondu en jouant la carte de l'humour lui aussi. Mais de toute façon, s'il ne l'avait pas fait de son propre chef, le compte Traduisons-les s'en serait certainement chargé. Parce que sur Twitter, il n'y a pas que des langues qui fourchent, il y a aussi des langues de bois. Merci beaucoup Inès pour ce focus sur Twitter et l'humour en 140 signes. Compliqué. Merci, à très vite. T'en prie. Le débat du soir oppose le philosophe Daniel Arnaud et l'historien Paul Tourki-Dorian avec cette question. La laïcité fait-elle peur en Méditerranée ? Daniel qui est déjà là. Bonsoir Philippe. Daniel qui est... Si c'est moi qui suis en retard ou lui en avance. Je dis, il s'est faufilé, c'est incroyable. Daniel, on ne le tient plus. Il lâche les chevaux. On va dire ça comme ça. Voilà. En Méditerranée, la laïcité fait-elle peur ? C'est la question du soir à laquelle vous allez tenter de répondre. Deux regards, encore une fois, qui m'intéressent. Le regard de l'historien et le regard du philosophe. Hier, c'était le débat sur le voile à l'école. Aujourd'hui, c'est le débat sur le burkini, sur les plages. Et évidemment, un mot revient sans cesse. Ce mot, c'est laïcité. Daniel, c'est avec vous que je vais commencer. Restituons, si vous le voulez bien, le sens de ce mot. Alors, la laïcité, pour moi, l'auteur de référence pour parler de la laïcité aujourd'hui, c'est Henri Peña-Ruiz, qui a produit plusieurs ouvrages de référence, notamment un « Qu'est-ce que la laïcité ?» qui est très bon. Donc la laïcité, si on veut une définition basique, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Donc en France, c'est notamment la loi de 1905. Mais il faut être attentif à l'esprit de la laïcité. Et en réalité, la définition, elle est plus large et elle dépasse le simple rapport aux religions. La laïcité, c'est un idéal de société dans lequel on vise l'émancipation de l'individu et dans lequel on met l'individu à l'abri des groupes de pression, pas seulement religieux. Alors, je vais donner les trois, parce que vous en avez donné un, juste les trois principes de la laïcité, la liberté de conscience et la liberté de culte, vous l'avez dit, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances ou les convictions. Ce qui nous intéresse, c'est le bassin méditerranéen. Paul, en Méditerranée, la laïcité fait-elle peur ? Alors moi, pour ce qui est de la Méditerranée, il est vrai qu'on en discutait un petit peu avant. Ça commence toujours dans les coulisses. Ça commence toujours. Un truc de fou. Non, effectivement, la Méditerranée, c'est quand même assez large et on trouve une foultitude, je dirais, de modèles laïques, Turquie, Tunisie, Italie. Bon, je pense que le modèle à la française, qui s'applique de fait en Corse, même s'il y a des petites variantes, on pourra le voir,
c'est celui qui nous intéresse le plus. Bon, la laïcité, effectivement, moi j'ai un problème avec la laïcité, c'est que j'ai l'impression qu'on est plus dans le laïcisme. C'est-à-dire que les origines de la laïcité, c'est quoi? C'est pas la séparation de l'Église et de l'État, c'est la récupération des biens et du pouvoir de l'Église par l'État et la bourgeoisie révolutionnaire ou post-révolution française. Et depuis, jusqu'en 1905, qui est le paroxysme de la laïcité, il y a cette espèce de combat justement contre l'influence de l'Église sur les esprits, pour tenter de récupérer le pouvoir, on dira, intellectuel, sinon spirituel. Et de fait, pour pallier à ça, on a créé une espèce de religion parallèle qui est la religion républicaine, avec toute sa batterie de symbolique empruntée aux Romains, enfin bon, en tout cas à l'Antiquité, on le voit à Marianne, hein, ou les faisceaux qui sont présents sur les armoiries. Et là, le problème, c'est que cette laïcité-là, cette forme de culte laïque, laïciste, est rattrapée par la société, et notamment par l'immigration en France depuis au moins les années 60. Et on s'aperçoit que plus que d'être un principe général, structuré, qui dépend bien évidemment au départ de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, il s'enfonce de plus en plus dans le sociétal et dans le coup à coup, c'est-à-dire on en arrive à avoir des conseils d'État qui annulent des dispositions prises par des maires pour la sécurité publique. Alors, on le voit par exemple à Ghisonaccia, non, sur l'arrêté défendant le port du Burkini, sur la mairie de Cisco, oui. Donc on ne sait plus sur quel pied danser. Disparité sur le territoire, oui. Oui, mais là, je pense qu'on est plus sur le fait divers et par rapport à la tradition laïque française. Moi, je préfère sortir de ce strict cadre, finalement. Bon, bien sûr, par rapport à la loi de 1905, on pourrait quand même revenir sur la querelle entre Aristide Briand et Émile Combes. Donc, d'un côté, on a un laïque, et de l'autre côté, on a un anticlérical, en réalité. Et en réalité, absolument, la laïcité n'est pas anticléricale. La laïcité n'est pas contre les religions. Et en fait, même en France... essentiellement une religion, à la fois. Même en France, en réalité, une laïcité bien comprise ne doit pas être comprise comme une Alors, est-ce qu'elle est contre une religion, justement, Daniel, votre regard? Elle est contre une religion, disait Paul. Ah non, du tout. Elle n'est contre aucune religion. Moi, je prends une communication, par exemple, via les médias du gouvernement, qui change en une heure sur BFM, nos amis de BFM, pour ne pas les citer, puisqu'en ce moment, ils font la joie des internautes de la modèle de journalisme. Un modèle de journalisme, la twittosphère de Facebook en Corse, en tout cas. On passe, par exemple, de la dégradation de sépultures et de cimetières chrétiens dans l'annonce, à une heure plus tard, des cimetières communaux. C'est-à-dire qu'on voit évidemment qu'il y a quelque chose qui gêne. Je prends par exemple, on parlait dans un débat précédent avec Sébastien Pisani effectivement des chrétiens d'Orient. On s'aperçoit qu'il y a une forme de frilosité par rapport à ça. Alors, on ne sait toujours pas si finalement le côté laïque de la France ne reconnaît aucune religion, les reconnaît toutes. Voilà, il y a une espèce de vide juridique autour d'une notion constitutionnelle. Je veux dire, on est quand même dans le grave. C'est-à-dire que ça, c'est pas très sérieux. En fait, je ne vois pas le rapport avec la laïcité dans ces arguments. Parce que là, par exemple, quand on parle de BFM, du traitement journalistique, on est plus sur un problème médiatique. Oui, et le rapport à l'information. Mais via aussi la notion de laïcité. Avec des journalistes qui, quelquefois eux-mêmes, ne comprennent pas bien la notion de laïcité, justement. Oui, c'est pour ça que souvent, elle est bien expliquée par le ministère de l'Intérieur, qui d'ailleurs est aussi le ministère des Cultes. Alors, de façon très nombriliste, c'est pour ça que nous essayons, ici, de l'expliquer un peu plus clairement. Je voudrais juste vous faire part de ces mots de Bruno Etienne, politologue, grand spécialiste du fait religieux. Je vous vois sourciller, mon cher Daniel Arnaud. Bruno Etienne, qui est décédé il y a quelques années maintenant. Alors, il donne un sens au mot laïcité. Selon lui, il n'existe ni en latin, ni en hébreu, ni dans aucune autre langue religieuse. Alors, vous allez me dire évidemment que ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais même dire que c'est inexact, clairement. Bruno Etienne, grand politologue, enseignant à Sciences Po notamment. Ce qui n'empêche pas. Puis bon, on a quelquefois plus des idéologues qui se font passer pour des politologues. C'est le cas de Bruno Etienne, qui est quand même l'un des fondateurs du concept de laïcité ouverte. De laïcité positive même. De laïcité positive, ce qui ne veut rien dire, parce qu'en réalité, c'est laissons tomber la laïcité, des renoncements sur la laïcité pour favoriser les communautarismes. Donc en réalité, ce n'est pas la laïcité. Donc pour ma part, je préfère Henri Peña-Ruiz à Bruno Etienne. Clairement. Alors, dites, étayez les arguments. En plus, par rapport à la sémantique, par rapport à la langue, dire que le mot n'existe pas, comme le fait Bruno Etienne, dans d'autres langues, notamment le grec, c'est un contresens. La laïcité, Henri Peña-Ruiz l'explique très bien dans ses ouvrages, vient justement, étymologiquement, du latin et du grec laos, qui veut dire le bien commun, le peuple de la cité. Sous-entendu, justement, on va considérer le peuple un bien commun sans considérer l'origine ou les intérêts partisans. C'est ce qui m'intéresse à moi, en tout cas personnellement, par exemple en Corse, puisque le bien commun défendu de manière laïque, et ce depuis quelques centaines d'années, c'est le rôle des confréries en Corse.
qui font le pont justement entre cette société civile, je dirais l'Église avec un grand E majuscule, hein, et qui en même temps sont porteurs de valeurs, sans pour autant faire de sectarisme religieux ou politique ou de quelque niveau que ce soit, et qui en même temps ont une action dans la vie civile et citoyenne, puisqu'ils rendent visite aux malades, on rend visite aux malades, on s'occupe des personnes nécessiteuses. Vous faites partie. Partie confrérie, tout à fait, sur Bastia. Et le rôle des confréries en Corse, je veux dire, il est remis en question par absolument personne. Et là, on se rapproche plus d'un modèle justement laïque à l'italienne, où on autorise et on favorise et on protège la liberté de culte, tout en maintenant une discussion permanente avec les religions. Juste pour étayer ce que Paul, vous venez de dire sur ce dialogue permanent avec le régent, est-ce que finalement, très honnêtement, hein, ce n'est pas une affaire d'individu et une affaire personnelle, son rapport à la laïcité? Est-ce que l'État doit forcément s'immiscer dans les questions religieuses? Alors, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Oui, mais ça n'est plus. Est-ce que ça l'est vraiment? Oui. Non, ça, c'est le laïcisme. Oui, la laïcité, bien comprise. C'est le laïcisme, nous dit Paul. Je ne suis pas d'accord. Par définition, justement, l'État laïque ne s'immisce pas dans la vie des religions. Vous y croyez? Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? En plus, tu m'excuseras, c'était dans le dernier débat entre toi et moi. Qu'est-ce qui se passe avec l'Alsace-Lorraine? Ah, ben moi, je suis pour revenir. Mais à l'état actuel des choses, revenir. On est dans un système où les prêtres sont reconnus comme des fonctionnaires de l'État. Et c'est un problème, parce que, rappelons quand même D'où l'histoire. mon questionnement, est-ce que l'État vraiment s'immisce ou pas? En tout cas, c'est un idéal à défendre et à maintenir. Maintenant, concernant l'Alsace-Lorraine, on sait ce qui s'est passé. En 1905, l'Alsace et la Lorraine étaient allemandes. Tout à fait. Donc, il faut rappeler l'histoire quand même. Mais qu'on revienne justement sur cet épisode de l'histoire et qu'on dise maintenant il faut actualiser, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, pourquoi pas? Parce qu'apparemment, ça fonctionne. Le principe étant là, c'est que la France a l'impression de toujours réinventer et les principes et ses valeurs et de les réaffirmer. On a l'impression même quelque part qu'ils n'y croient plus. C'est-à-dire que c'est un petit peu la recette. Mais moi, j'ai l'impression que tu es dans la contradiction. Je pense que tu es dans la contradiction. Laïcité, mais où, derrière le phénomène, notamment, par exemple, on le sait, de la radicalisation d'une certaine partie de la population, on sait que derrière cette radicalisation, qui bien souvent est imbécile, qui ne comprend pas, entre guillemets, la religion qu'elle a adoptée en surface, il y a en fait un phénomène social, sociétal, de pauvreté, je dirais de paupérisation de la population, et que c'est pas du tout en fait un phénomène religieux. Le vrai phénomène religieux de départ, il n'y a aucune religion, en tout cas des trois religions du livre, qui incite au massacre, à l'attentat, ou à la guerre, ou à tuer, ou à s'imposer. Ça se discute. Ça se discute. Il faut lire l'Ancien Testament, il faut lire le Coran. Ce ne sont pas forcément des éloges d'une société pacifique et tolérante. Oui, mais justement, le Nouveau Testament, oui, c'est peut-être le seul texte de paix, et dans lequel on trouve la racine peut-être de la laïcité, d'ailleurs, parce qu'on a ce fameux... Pas seulement, on a le fameux principe rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc on a l'idée théologique, si j'ose dire, quand même une séparation entre le religieux et le politique, finalement. Donc c'est peut-être aussi, pour revenir au débat sur la Méditerranée, l'une des raisons pour lesquelles la laïcité a été plus facilement mise en œuvre dans des États culturellement chrétiens, il est vrai. Et moi, je ne suis pas anticlérical, je suis laïque et défenseur de la laïcité. Je n'oppose pas systématiquement la laïcité à l'Église, d'ailleurs. Vous le savez, c'est la règle dans cette émission. Nous arrivons au terme de... Attention, 3 secondes. Attention. De ce duel. Vous avez 40 secondes. C'est le running gag. Pour résumer votre pensée et donner vos arguments sur cette question. Évidemment, la laïcité fait-elle peur en Méditerranée? Paul, c'est avec vous que je commence. Ça tourne. Oui, elle fait peur, je pense bien évidemment à ceux qui sont radicalisés, à ceux qui ne le sont pas. Et je pense aussi aux politiques qui ont du mal à structurer et à appliquer ce concept qui maîtrisent mal. Non, moi je pense qu'effectivement le phénomène laïque, c'est d'abord un phénomène, si on doit l'appliquer, de communication et de connaissance du phénomène religieux. Je pense que si à partir du moment où quelqu'un connaît bien ses sentiments et connaît bien sa doctrine et se respecte et respecte les autres, on peut établir, je dirais, une communication, une forme d'œcuménisme et de relations pacifiques et pacifiées entre les religions au sein d'un même État ou d'une même communauté civile, s'il faut. Les 40 secondes de Paul s'écoulent dans 3, 2, 1. 0. Daniel, Arnaud, le regard par le prisme de la philosophie également. Et puis vous connaissez bien les pays arabes aussi, le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Je connais la Syrie, avant la guerre, la Tunisie. L'Italie aussi, le pourtour méditerranéen. Alors répondez à cette question en 40 secondes.
Alors, moi, je parlais de contradiction chez Paul, parce qu'à un moment, justement, par rapport au Proche-Orient, il a parlé du sort des chrétiens d'Orient, à très juste titre d'ailleurs, mais justement, pour moi, dans le bassin méditerranéen, et notamment dans le monde arabo-musulman, les solutions viendront d'une société démocratique et de société laïque. Pour régler les conflits religieux, par exemple, interne à l'islam, entre sunnites, chiites, alaouites, pour protéger les chrétiens d'Orient, eh bien, il faut des sociétés laïques qui disent finalement la religion, c'est une affaire personnelle et aucun fanatique ne doit forcer quelqu'un à la conversion, par exemple. Merci beaucoup à vous deux d'avoir opposé vos arguments, confronté vos opinions sur cette question. On vous retrouvera évidemment pendant le 20h, ensemble, ou pas d'ailleurs, avec d'autres intervenants. C'est la règle, nous tournons avec plusieurs leaders d'opinion, c'est comme ça que je vais vous nommer. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, évidemment, même lieu, même jour. Et ça se passe pendant le 20h, c'est écrit sur mon mug que j'ai tous les soirs à ma gauche. À ma gauche.